Monsieur le Président, en décembre dernier, vous nous aviez promis un point sur les conséquences du Brexit. 4 mois après, toujours rien, ou presque rien, y compris à l'occasion de cette question sur les fonds européens. Faut-il croire, comme le soutiennent certains marcheurs, que cet accord est une totale victoire pour les acteurs économiques et en particulier nos pêcheurs? Je ne le crois pas. Et permettez-moi de penser que vous non plus n'avez cédé aux doux chants des sirènes macronistes sur ce sujet. Vous vous êtes engagé dans les débats sur la réserve d'ajustement du Brexit. En elle-même, cette réserve est la preuve qu'il y a un problème. Vous voulez la faire passer de 5 à 6 milliards, car sur le préfinancement de 4 milliards en 2021, la France ne touchera que 396 millions sur les critères liés au commerce et à la pêche, loin derrière l'Irlande, les Pays-Bas ou l'Allemagne. La France conteste d'ailleurs ces modalités de calcul. Pour exemple, avec ce calcul, la Bretagne, avec ses 3 millions d'habitants, aurait moins d'argent que le Luxembourg avec ses 400 000 habitants. Vous avez également demandé que cette réserve soit ciblée au niveau régional et étendue jusqu'en 2026. Malheureusement, la position française semble recueillir peu de soutien de la part des autres acteurs européens. C'est regrettable. C'est d'autant plus regrettable que la situation de la filière pêche bretonne post-Brexit est loin d'être satisfaisante. Et je regrette que nous n'ayons pas de bordereau spécifique à ce sujet. On n'aborde pas le coût du carburant à la hausse. On n'aborde pas la concurrence déloyale qui se fait jour entre pêcheurs bretons et écossais, renforcée par la fermeture des cantines et des restaurants, qui fait qu'il vaut mieux acheter du poisson écossais sur roulette à bas prix plutôt que d'acheter dans nos ports de pêche, qu'il est loin le consommé français et breton. On n'aborde pas non plus les blocages britanniques sur la négociation des TAC et quotas 2021, qui fait qu'on reporte de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, décision, nous dit-on, en juillet aujourd'hui. On n'aborde pas non plus la question de l'accès aux eaux anglo-normandes pour nos pêcheurs bretons. Les navires de moins de 12 mètres n'ont toujours pas d'autorisation définitive pour pouvoir y pêcher sereinement. On n'aborde pas enfin le plan de sortie de flotte à venir suite à l'accord sur le Brexit. Alors parlons-en de ce plan de sortie de flotte, puisque cet accord de sortie de l'UE est si magnifique. D'abord, c'est quoi un plan de sortie de flotte? Un plan de sortie de flotte, ça consiste à détruire ou à vendre un navire à un pays tiers de l'UE, en Afrique généralement, mais aujourd'hui potentiellement en Angleterre, ce qui est vraiment un comble. Jusqu'à présent, on engageait un plan de sortie de flotte quand il y avait une situation de surpêche, ce qui pouvait s'entendre. Aujourd'hui, grâce à cet accord si formidable, si merveilleux, on va casser des navires pour rendre des quotas bien gérés, sans aucune justification scientifique, aux Anglais. Je regrette profondément que cette énergie que vous mettez au niveau de l'UE pour la réserve d'ajustement du Brexit, vous ne la mettiez pas aussi vis-à-vis de l'État pour les conditions de mise en œuvre du plan de sortie de flotte. Pourquoi? Et je vais tenter d'être le plus pédagogue possible. Je suis l'heureux papa de 2 enfants. Et comme tout parent, je me dois de trouver de nouvelles activités à l'occasion de ce 3e confinement. À l'approche de la session, je leur ai proposé de faire un chalutier à partir d'un bloc de polystyrène. Je l'ai ici, je l'ai ramené. Alors je le dis tout de suite à mes collègues et aux parents qui nous écoutent, ne le refaites pas chez vous. 30 minutes d'activité et 1h30 de nettoyage. Pas vraiment concluant, mais passons. Vous avez donc ici la représentation ou la tentative de représentation d'un chalutier du Guilvinec de 24 mètres. Pourquoi le Guilvinec? Parce qu'au Guilvinec, beaucoup de bateaux pêchent dans les eaux britanniques. Ils sont donc concernés par ce plan de sortie de flotte. En plus, la flottille y est plus vieillissante qu'ailleurs, avec des armateurs plus âgés, donc plus enclins à inscrire leur navire au plan de sortie de flotte. Ce navire, il a des quotas pour pouvoir pêcher dans les eaux britanniques et également pour pouvoir pêcher dans les eaux françaises. L'accord de sortie du Brexit prévoit que l'on détruise ce navire pour transférer les quotas de pêche dans les eaux britanniques aux Anglais. Alors je vais offrir cette partie-là à mes collègues du Rassemblement national puisqu'ils y ont modestement contribué. Monsieur le Président, je souhaite que vous interveniez auprès de l'État sur cette partie-ci. Habituellement, les quotas
sont remis dans le pot commun géré par les organisations de producteurs. Tel morceau est donné à un propriétaire de bateau de Saint-Malo, tel autre morceau à un propriétaire de bateau de Saint-Nazaire, tel autre à un bateau de pêche de Lorient. Mais quel est l'impact pour le port du Guilvinec? Une forte perte d'apport sucrier, des entreprises de mareyage qui doivent se fournir ailleurs à des prix plus élevés et des sous-traitants de la réparation navale qui voient des contrats d'entretien disparaître. Ce que nous demandons et que nous vous incitons à porter auprès de l'État, c'est que dans le plan de sortie de flotte à venir, on territorialise ces quotas. En d'autres termes, on détruit un bateau du Guilvinec, les quotas restent au port du Guilvinec. Ils vont sur un autre navire, ils vont sur un ou plusieurs navires existants, mais ils restent au Guilvinec. C'est une vraie question d'aménagement du territoire. Ce plan ne doit pas fragiliser l'activité de nos ports. Nos pêcheurs veulent que leur territoire vive. Ils veulent travailler et ils veulent investir. Ce qui m'amène à la dernière partie de mon intervention concernant le nouveau Fonds européen des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. D'abord sur son montant. Oui, on peut se réjouir que le montant du prochain FEAMPA soit sensiblement identique au précédent FEAMP. Sauf que il s'appliquera sur un champ d'intervention beaucoup plus large au détriment des priorités précédentes. La région se voit désormais confier l'innovation, la gestion des déchets des navires ou de l'aquaculture et les DLAL, tout le champ de l'économie bleue. Quid par conséquent des autres propriétés? Où est-ce qu'on coupe? C'est ce qui m'amène au deuxième point, les modalités de mise en œuvre. Monsieur le Président, chat échaudé craint l'eau froide, et avec la mise en œuvre du précédent FEAMP, nous avons été servis. Passons les retards de logiciels, la validation du programme opérationnel avait énormément tardé, la faute sans doute à la complexe articulation État-région. Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs. Malheureusement, je crains que nous en prenions le même chemin. J'étais au téléphone l'autre jour avec un armateur qui cherche à sortir 2 bateaux pour en construire un nouveau. Il demande le soutien du FEAMP, mais on lui répond qu'on est en fin de programmation, qu'il faut attendre la mise en œuvre du FEAMPA. Quand il demande quand il sera mis en œuvre, on lui répond normalement en fin d'année, mais l'État n'a toujours pas reçu les objectifs de la région en vue de la rédaction du programme opérationnel. Pour cause, la concertation est toujours en cours avec nos partenaires. Je rappelle que l'objectif est un lancement à l'automne 2021 du programme. C'est demain. Les projets sont là. Les chantiers sont prêts à les réaliser. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes des pêcheurs cette fois-ci. Dans ce monde post-Brexit transformé, je souhaite que les élus actuels et futurs ne fassent pas preuve d'un optimisme béat, mais voient la réalité en face et qu'elle les oblige à se démultiplier. Tout ne va pas bien, mais il reste un espoir, si tant est que l'on se batte chacun à notre niveau. Je vous remercie.